Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, hein. Donc effectivement, moi aujourd'hui, donc je suis sociologue chargée d'études à l'Observatoire des drogues et toxicomanie et je suis vraiment en charge de la problématique prison à l'OFDT. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler des usages de drogue où je vais vous présenter un cumul d'enquêtes. Alors effectivement, à la fois ce thème auquel vous avez fait référence, qui est une revue littérature sur la question des usages de drogue en prison, et également, également un travail qu'on a réalisé sur la question des échanges et des consommations en prison, qui est une enquête de type qualitative, hein, et qui a donné lieu à des résultats qui ont été publiés en 2019. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est à la fois la revue littérature et en même temps le fruit de l'enquête de terrain qu'on a réalisée. Alors, dans un premier temps, comment quantifier, hein, la question des usages de drogue en milieu carcéral? Donc, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, depuis 2010, il y a très peu d'enquêtes nationales, hein, qui proposent des données quantitatives approfondies sur la question des usages de drogue en milieu carcéral. Donc, il y en a quelques-unes, mais qui appliquent des méthodologies qui sont différentes et en général qui sont contextualisées à un territoire. Alors, c'est vrai qu'il y a une enquête de référence, notamment l'enquête à laquelle a fait référence le docteur Thomas, hein, l'enquête Rouillon et Falissard, qui, dans les années 2000, met en évidence une proportion, en tout cas, d'usage de dépendance aux drogues à peu près de 20% chez les personnes détenues et 30% pour l'alcool. Et que depuis, donc dans ces enquêtes qui datent à peu près des années 2010, on a des taux de consommation en fonction des produits qui sont très variables. Alors pour le cannabis, on est sur des moins grandes variations, hein. Les enquêtes estiment à peu près à 35-40% des détenus qui consomment du cannabis. Pour la cocaïne, on passe de 2 à 10% en fonction des enquêtes. Donc là, vous voyez qu'on a des données très différentes. L'héroïne, on passe de 1 à 8% et les médicaments détournés entre 10 à 15%. Alors, juste à titre de comparaison, hein, le baromètre santé de 2014 estime la consommation dans l'année de cannabis à peu près 10% chez les 18-64 ans. Donc, vous voyez qu'on est à des consommations qui seraient 3 à 4 fois plus importantes en milieu carcéral qu'en population générale. Il y a une dernière étude qui a été très contestée en 2016 qui a été une enquête sur les eaux usées d'un certain nombre d'établissements pénitentiaires, notamment 3 maisons d'arrêt, où là, on arrivait à des estimations, notamment de cannabis, qui étaient 10 fois plus élevées, 10 à 20 fois plus élevées qu'en population carcérale, où on était à des estimations autour de 2,7 joints par jour et par personne. Donc ça, c'est juste pour vous donner une petite estimation un petit peu de l'ampleur des consommations de drogue en prison. Alors, on voit également que les enquêtes révèlent qu'on a des modes d'administration des produits qui évoluent pour partie. Alors, l'injection représenterait à peu près 1% des détenus. La pratique de sniff concernerait 3% des détenus. Modification des consommations dans la mesure où, si l'injection peut perdurer en milieu carcéral, on a quand même un certain nombre de détenus qui passent aux pratiques de sniff. On a également des transferts de consommation, hein, qui sont mis en évidence par les enquêtes. Donc, transfert de drogue illicite vers les médicaments principalement, ou transfert de drogue type crack, cocaïne vers des consommations de cannabis ou de médicaments. Alors maintenant, pour rendre compte un peu de ce phénomène, je vais m'appuyer sur des données plus qualitatives, hein, pour comprendre un petit peu les motivations qu'on a à consommer en prison et également la manière dont la prison s'inscrit dans des trajectoires d'usage en fonction des différents profils qu'on peut croiser en prison. Là encore, c'est issu de la revue de littérature qu'on a effectuée sur la question et donc de plusieurs enquêtes qui vont dans le même sens. Alors, les différentes raisons pour consommer en prison, bon ça, les praticiens en milieu carcéral les connaissent bien. Je ne vais pas leur apprendre grand-chose. Mais d'abord, effectivement, c'est l'apaisement des émotions, hein, qui sont liées aux contraintes du milieu carcéral et à l'incertitude qui règne en milieu carcéral. L'incertitude quant au devenir de l'information judiciaire, un stress dû notamment au fait qu'on est coupé de l'ensemble de ses relations sociales à l'extérieur, aussi un stress qui est dû à l'ambiance de prédation, hein, c'est le terme d'un sociologue, Gilles Chantraine, que un certain d'entre vous connaissent, j'imagine, qui règne en détention. Il y a aussi l'idée qu'on va meubler un temps vide. Donc, vous savez que la prison instaure un certain rapport au temps et qui est principalement caractérisé par l'ennui.
On a aussi la dimension socialisante du produit, hein, consommer du cannabis en général en détention, enfin principalement, c'est valable principalement pour le cannabis, c'est entrer dans un groupe, se faire reconnaître par un groupe de pairs. Et il y a aussi cette dimension socialisante qui s'exprime par le fait que consommer également des substances en détention, c'est aussi le vecteur de moments ludiques, de moments festifs entre détenus. Ça vient meubler ce temps et ça vient donner des moments des moments de bonheur et d'oubli aux détenus. Alors, quant aux trajectoires d'usage, donc, les enquêtes, notamment sociologiques, hein, sur les trajectoires d'usagers en prison, distinguent plusieurs types de trajectoires. Alors, d'abord, on a les trajectoires séquencées qui sont caractérisées par le fait que la prison vient réguler un petit peu des pratiques de consommation. Ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu quand on parle de la question des drogues en prison. C'est notamment le cas de personnes qui sont très précarisées et pour lesquelles la prison va être un cran d'arrêt à la consommation, ou en tout cas un moment de diminution des consommations, une reprise d'un parcours de soins, et donc un certain nombre de détenus qui viennent, entre guillemets, hein, se mettre au vert en détention, et qui l'expriment notamment en entretien. Ensuite, on a ce qu'on appelle les trajectoires continues. Donc ça, c'est un profil de détenus pour lesquels la prison est complètement intégrée à la trajectoire délinquante. Et donc, l'objectif de ces détenus, c'est vraiment de poursuivre les consommations. Et la poursuite des consommations va dépendre de leur capacité à mobiliser un réseau à la fois au sein de la prison, mais aussi à l'extérieur pour leur apporter les produits consommés. Alors, on a ensuite des trajectoires ascendantes. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un certain nombre de délinquants en herbe, la prison, c'est un peu un rite de passage. C'est le passage où on devient un vrai délinquant, où on apprend les techniques délinquantes, etc. Et c'est lié également à une certaine conception des produits et de la consommation. Et être aussi un vrai délinquant, quelqu'un de respectable, c'est aussi quelqu'un qui affiche une consommation maîtrisée, une consommation contrôlée. Et donc, il y a un certain nombre de ce type de délinquants qui diminuent leur consommation justement pour passer vers une consommation contrôlée ou en tout cas qui affichent un contrôle de leur consommation. Ensuite, on a distingué des trajectoires descendantes. Alors, les trajectoires descendantes, c'est ce type de détenu pour lequel la prison va marquer véritablement des expériences douloureuses, soit parce que ça met le frein à une trajectoire de resocialisation qui a été mise en place à l'extérieur. Ça vient briser des ancrages sociaux à l'extérieur qui étaient constructifs et un certain nombre de détenus qui sont caractérisés par un processus de victimisation en prison. Ça, c'est notamment l'enquête CIRCE qu'on a réalisée sur la question des échanges et des usages en prison qui a montré qu'un certain nombre de détenus étaient véritablement mis sous emprise des réseaux de trafic. Et donc, on avait des trajectoires véritablement de victimisation au sein de la détention. Et donc, au niveau de la consommation, ça vient l'impacter dans la mesure où on a des détenus qui oscillent entre des consommations compulsives lorsqu'ils ont un accès du produit et des sevrages forcés, en tout cas, quand l'accès au produit est fortement restreint. Alors, les réponses qui sont adoptées par rapport à cette consommation que je viens vous présenter, là, je vais distinguer les réponses pénitentiaires d'un côté que j'ai caractérisées par partielles et ambivalentes, hein, parce qu'on va voir que ça répond pas tout à fait aux besoins, et les réponses sanitaires de l'autre. Alors, pour ce qui est des réponses pénitentiaires, les premiers types de réponses qui sont adoptés par les directions d'établissement sont des réponses disciplinaires. Hein. Chacun sait que, comme à l'extérieur d'ailleurs, les drogues sont interdites en prison, donc l'usage de drogue est sanctionné. L'usage et le fait d'importer aussi des produits et de se les échanger, mais également les consommations et les échanges d'alcool et également de médicaments qui ne sont pas prescrits. Et donc, le premier type de réponses qui sont adoptées, c'est de saisir le produit par le surveillant, de faire remonter l'incident à sa hiérarchie qui est susceptible de mettre en place des commissions disciplinaires avec un certain nombre de sanctions qui vont du placement en cellule disciplinaire à, par exemple, la levée du permis de visite lors des parloirs, etc.
D'autres types de réponses, c'est la sécurité passive. Alors, ce qu'on appelle la sécurité passive pour les sociologues de la prison, qui est l'idée en fait qu'on va aménager la prison de manière à limiter l'entrée des produits. Donc, ça peut être la pose de filets anti-projection, ça peut être, par exemple, je suis allée dans un établissement qui m'expliquait qu'ils avaient mis des bosquets avec du hou notamment autour de l'établissement pour éviter les projections. Donc c'est tout l'aménagement à un niveau architectural de l'établissement pour limiter les entrées. Troisième solution adoptée, le renforcement des contrôles. Donc pendant cette enquête-là, je suis également allée dans un établissement qui avait renforcé et qui avait notamment remis en place les fouilles obligatoires à la sortie des parloirs. Ça peut être aussi des partenariats avec les ERIS, avec des équipes cynotechniques qui vont passer dans les différentes cellules, donc avec des chiens, pour renifler la présence de produits, etc. Mais ça peut être également des réponses de contexte et ce que certains sociologues de la prison appellent la négociation de l'ordre en milieu pénitentiaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des usages ne sont pas sanctionnés, ne donnent pas lieu à une remontée d'incidents auprès de la hiérarchie et qu'il y a un certain nombre de surveillants, en fait, qui vont demander aux détenus de ne pas consommer devant eux ou en tout cas qui vont essayer de négocier justement l'ordre en milieu carcéral au sein d'une tolérance par rapport à la consommation et les usages de drogue. Ça, c'était une grande conclusion du rapport de l'enquête Circé qui a été réalisée en 2016. Alors, les réponses sanitaires, donc pour parler un petit peu de l'organisation des soins en milieu pénitentiaire, vous voyez 170 unités sanitaires en pénitentiaire, qu'on appelait anciennement les UXA, 26 SMPR, 16 XAPA qui interviennent directement en milieu pénitentiaire, sachant qu'on a d'autres types de XAPA qu'on appelle les XAPA référents, qui, eux, sont destinés à préparer la sortie des détenus. Vous voyez qu'en 2017, on avait 201 XAPA qui disaient intervenir en milieu pénitentiaire, notamment au titre de XAPA référents, mais également certains qui étaient XAPA à l'intérieur du milieu pénitentiaire. Alors, l'activité de ces XAPA en milieu pénitentiaire, quelques chiffres donc qui proviennent de l'exploitation des rapports d'activité des XAPA qu'on exploite annuellement à l'OFDT. Ça, les dernières données sont des données de 2017. Vous voyez qu'on a une file active à peu près de 30 000 personnes. On a 8 500 personnes pour les seuls XAPA qui exercent exclusivement en milieu pénitentiaire. On a 34% de prise en charge qui sont à l'initiative de la personne, 34% de l'unité sanitaire, en général suite à l'entretien arrivant, où les personnes sont réorientées vers un suivi XAPA, 20% qui sont orientés par le SPIP. Donc, vous voyez que les produits à l'origine de la prise en charge, donc principalement représentés par l'alcool, qui représente 44% des demandes de prise en charge. On voit que le cannabis est autour des 20% et les opiacés autour de 10%. En vue de la sortie, on a 24% des personnes qui sont orientées vers le XAPA référent et 36% vers des structures de soins classiques en addictologie, ce qui paraît être un résultat assez maigre dans la mesure où on imagine que les XAPA référents devraient réorienter massivement vers des structures de soins classiques en addictologie. Alors, on a également d'autres réponses. L'accès au traitement de substitution. Donc là, vous voyez qu'à l'Observatoire, jusqu'en 2007, on suivait la part des personnes détenues qui avaient une prescription de MSO. On est autour de 8%, vous voyez, depuis 2010. Ça reste constant. On a également les suivis individuels, donc les consultations en face à face avec un professionnel du soin. On a les interventions de groupe, certains groupes de parole qui sont fléchés addiction, qui sont mis en place dans les milieux pénitentiaires et certains dispositifs innovants. Alors notamment, l'OFDT a réalisé l'évaluation de l'URUD, qui est une sorte d'adaptation du modèle des communautés thérapeutiques en milieu carcéral qui se tient au centre pénitentiaire de Neuvic, qui est actuellement en expérimentation, mais qui pourrait bien être généralisé un petit peu plus tard à l'ensemble du territoire, où on a d'autres dispositifs qui sont plus propres à certains établissements. On a le PMAS à Lyon, peut-être que certains connaissent, qui propose des cycles, je crois, de 5 semaines, 5 ou 6 semaines, avec des ateliers un petit peu différents, dont certains ateliers qui sont beaucoup plus fléchés addiction, avec l'idée vraiment d'amener les détenus qui auraient besoin vers le soin. Voilà, écoutez, je vais m'en arrêter là et puis je vais laisser place aux questions.
Je vous remercie pour votre attention. Et oui, oui, bon pareil, hein, je pense que les praticiens en milieu carcéral connaissent bien le problème. Voilà, parce que depuis la loi de santé, il y a vraiment la nécessité réaffirmée par les autorités qu'il y ait une parfaite équivalence des soins, et notamment sur la question addicto et la question de la réduction des risques entre le milieu fermé, en tout cas la prison, et le milieu ouvert. Et il y a les programmes d'échange de seringues véritablement qui cristallisent des tensions extrêmement importantes depuis la loi de santé, qu'on n'a toujours pas réussi à mettre en place dans les établissements pénitentiaires, et notamment parce qu'il y a d'énormes crispations avec les personnels pénitentiaires. Donc il y a les syndicats qui se sont mobilisés contre le programme d'échange de seringues, avec notamment cet argument sécuritaire qui est souvent brandi, hein, la peur qu'à un moment donné des détenus menacent avec des seringues, etc. Sachant que ce qui est intéressant dans l'enquête CIRCE qu'on a menée, c'est que on a fait un certain nombre d'entretiens avec des unités sanitaires qui nous disaient que volontairement auprès de certains détenus injecteurs qui évoquaient leurs injections auprès de l'unité sanitaire, certains délivraient des seringues justement stériles pour justement pouvoir proposer à la personne des consommations sans risque. Donc vous voyez qu'il y a une crispation à un niveau national, je dirais, alors qu'il y a un certain nombre d'unités sanitaires qui actuellement prennent le parti de proposer des seringues. Alors là, sur les salles de consommation à moindre risque, là, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que déjà, il faudrait qu'on réussisse à mettre en place des programmes d'échange de seringues en prison, et ensuite, on verrait pour les salles de consommation à moindre risque. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, en tout cas. Il y a un certain nombre de CARUD hein, qui interviennent en prison. Ils sont bien sûr pas aussi présents que l'EXAPA. Je ne crois pas qu'on ait de chiffres sur la question des CARUD. En tout cas, effectivement, hein, il y en a. Je sais qu'à Lyon, par exemple, le CARUD est très actif. Ils font de la RDR de manière générale. Alors, est-ce qu'ils font des actions qui ciblent l'alcool? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a certaines actions qui ciblent l'alcool, en tout cas qui sont prises en charge par l'EXAPA. Mais voilà, effectivement, je pense que le partenariat avec les CARUD, même s'il existe dans certains établissements, mériterait d'être énormément dynamisé. Et je pense qu'il permettrait justement de faciliter l'arrivée de la RDR et l'acceptation de la RDR en prison, qui n'est pas une mince affaire. Moi, ce que j'ai constaté, si vous voulez, évidemment, hein, il y a plein de gens qui entrent sous le coup de la loi de 70, vu que il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont en prison. Alors pour usage, on ne le retrouve plus, sauf conditions exceptionnelles, mais en tout cas pour trafic ou pour détention-acquisition. Donc ces personnes entrent évidemment sous la loi de 70. C'est des personnes qui peuvent être soumises à des obligations de soins. Donc voilà. Après, il n'y a pas d'obligation de sevrage. En tout cas, l'obligation de sevrage, c'est quelque chose qui tendait à être pratiqué dans les années 70. En tout cas, c'était ce qui avait été recommandé. Mais maintenant, il y a plus vraiment de... À moins que la personne le demande, ça effectivement. Nous, ce qu'on a constaté, et c'est une des conclusions principales du rapport CIRCE, c'est que la consommation perdurait. Et elle perdurait notamment chez des personnes qui sont incarcérées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Voilà. Après, je pense que des personnes qui connaissent bien la prise en charge des obligations de soins sauront bien que ce n'est pas parce que les gens sont sous obligation de soins qu'ils arrêtent nécessairement de consommer. Et donc, bien souvent, les professionnels doivent jongler avec des reprises de consommation, avec des personnes qui n'ont pas envie d'arrêter, etc. Et les professionnels de l'addicto sont principalement dans l'acceptation et le travail des consommations au quotidien. Alors, acceptation, c'est peut-être un mauvais terme, mais les professionnels de l'addictologie savent très bien que c'est pas dans la contrainte qu'on arrive à amener les gens vers l'arrêt, mais c'est dans le travail autour de la consommation qui passe bien souvent dans une acceptation de la conso, ou en tout cas, l'idée, c'est maintenant de la dictologie principalement défendue, c'est d'aller vers une consommation maîtrisée quand la personne ne veut pas arrêter. Voilà.
Il y a une recherche Pride actuellement qui est pilotée par Laurent Michel sur la réduction des risques et des dommages en prison et justement sur la question de l'acceptabilité. L'idée, c'est d'avoir un dispositif OMS de prévention qui inclut la délivrance de seringues. Et en fait, on s'est rendu compte que les surveillants pénitentiaires, parce qu'il y a des entretiens un peu semi-directifs, etc., bon, la recherche s'est interrompue, mais pas sur sa version acceptabilité, et donc les surveillants pénitentiaires finalement comprenaient tout à fait bien que avoir du matériel propre dans une boîte dédiée, c'était mieux que de trouver des cellules usagées sous le lit en fouillant ou Dieu sait quoi. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe par exemple au Luxembourg, par exemple en Suisse, où il y a une excellente acceptabilité de l'échange de seringues, bien entendu contrôlé au sein des unités sanitaires et par le personnel pénitentiaire qui y voit plutôt un avantage qu'un inconvénient. Donc le chemin se fait en marchant, ça se fera, j'imagine. Bon, le Covid a interrompu pas mal, et puis c'est vrai que la recherche Pride, en fait, le travail qui avait été engagé s'est interrompu aussi parce que si je me souviens bien, on entrait dans une période d'élection, et donc c'était assez compliqué. De plus, il y avait eu un mouvement fort des personnels pénitentiaires en début d'année, enfin, et donc un mouvement syndical, et donc il y avait un sujet extrêmement sensible. Mais sur le terrain, aussi bien au niveau de l'encadrement que des personnels pénitentiaires de première ligne, il n'y a pas un refus, je dirais, irrépressible. Ça chemine, ça travaille. Oui, effectivement. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, je travaille par ailleurs avec Marie-Geoffrey Roustide et Laurent Michel sur ces questions, hein. Donc, Pride, je l'ai cité à un endroit de ma présentation. C'est vrai que là, les résultats sont pas publiés, mais effectivement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que l'acceptabilité sur le terrain est beaucoup plus importante que ne le révèle le discours officiel et le discours des syndicats sur la question. Donc, effectivement, tout à fait merci pour cette remarque, docteur Paulet, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce qu'on se rend compte que à partir du moment où on interroge véritablement les gens sur leur représentation, les professionnels du terrain, dans leur représentation, et qu'on les isole du discours public et collectif autour, on se rend compte qu'effectivement l'acceptabilité est beaucoup plus grande. Donc après, voilà, je pense qu'il y a un moment donné où ça va se faire. Après, le problème, c'est le discours public et la manière dont si vous voulez, dont le débat se passe à des sphères supérieures, si vous voulez, de prise de décision. Mais effectivement, c'est un élément qui est très positif parce qu'on se rend compte que l'acceptabilité pour les professionnels de terrain est beaucoup plus grande que ce qu'on voit dans le discours qui est publicisé.